Le monde ludique est parfois difficile, compliqué et pour éditer un jeu, quand on est créateur, quand on a quelque chose qui est abouti, c'est pas si facile que ça. On a l'habitude de parler des jeux qui sortent en magasin, qui ont trouvé une maison d'édition. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer le témoignage de quelqu'un qui a créé un jeu pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur et qui a du mal à trouver, qui n'arrive pas à trouver un éditeur pour ce jeu. Je vous propose de faire la connaissance avec Denis Lavenant. Bonjour Denis. Bonjour Xavier. Alors on va parler avec vous d'un jeu dont j'ai reçu un prototype qui pouvait être vendu en l'état presque dans une boîte s'il avait trouvé un éditeur. Il s'agit du jeu Microse. Avant de s'intéresser à ce jeu et à ce que sont ces Microse, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. J'imagine que vous n'êtes pas créateur de jeux à plein temps, que vous avez une autre activité, mais surtout quelle est la place du jeu dans votre vie et comment avez-vous découvert le jeu? Est-ce que ça remonte à votre plus jeune enfance ou plus récemment? Alors non, ça remonte bien à ma plus jeune enfance au niveau de la découverte du jeu. Ça a commencé par les jeux standards, hein, style Monopoly, la bonne paye, le risque, ces choses-là. Et j'ai toujours été attiré par les jeux de plateau. C'était l'interaction. Sauf que très régulièrement, je suis l'enfant unique, j'ai pas de frères et sœurs, seul. Mes parents n'étaient pas vraiment joueurs. Du coup, quand je jouais à des jeux, la plupart du temps, je m'inventais d'autres personnages. Donc déjà, il y avait un petit peu ce côté jeu de rôle, jeu de création. Et donc, avec l'adolescence, j'ai découvert d'autres types de jeux. Des jeux comme Full Metal Planet, Dragon Noir, Crayavork. Et ça a commencé à avoir un bon déclic dans la tête. Et au fur et à mesure, c'était le côté créatif était venu à commencer à modifier un peu les règles des jeux. Et petit à petit, j'en suis venu à essayer de faire moi-même quelques jeux. Alors, vous m'avez confié que Micro, c'était pas le premier jeu, hein, c'était le troisième jeu que vous aviez créé. Les trois jeux n'ont jamais été édités. Non, aucun des jeux n'a été édité. Le virus de la création, on va dire que ça m'a vraiment pris à partir de 2010. J'avais commencé par un énorme jeu, mais dans toutes les dimensions, c'est-à-dire en termes de temps de jeu, il faut compter environ 50 minutes par joueur, et sachant que ça joue entre 3 et 6 joueurs. En termes de matériel, en termes de livret de règles, donc vraiment un gros truc qui m'a pris à peu près 5 ans de développement. Entre-temps, j'avais démarré aussi un autre jeu un peu moins lourd en tout cas. Et puis ensuite est venu Microse. Alors, est-ce qu'on peut évoquer cette partie de création de jeu, parce que on imagine qu'entre le moment où on pense à une idée, entre le moment où on le couche sur le papier pour commencer à avoir des prémices, et au moment où on fabrique les prototypes, parce que vous fabriquez les prototypes, il y a énormément de temps qui se passe. Et est-ce que vous avez une méthode de travail pour aller de la création des règles à la création du prototype? Pas vraiment, j'ai pas vraiment de méthode par rapport à ça. Le premier jeu que j'avais commencé à développer, je suis parti plutôt d'une thématique pour essayer et ensuite de développer la mécanique. Le deuxième, ça a été différent parce que plutôt dans mon adolescence, j'avais fait différents petits jeux qui n'étaient pas vraiment aboutis et j'étais parti de l'un de ces petits jeux pour essayer de l'améliorer. Donc là, j'étais parti d'un antécédent. Et Microse, lui, c'est complètement différent. Lui, par contre, je suis parti d'une mécanique pure, et dans mon esprit, ce n'était qu'une mécanique. Il n'y avait pas de thématique autour. Et par la suite, j'ai un peu créé une thématique pour pouvoir l'enrober. Donc en fait, j'ai pas vraiment de plan quand je fais une création. Je pars d'un point A pour arriver à un point B. Les départs sont complètement différents en fonction des jeux. Et puis après, pour un créateur de jeu, le but, c'est bien sûr de le faire découvrir à un maximum de gens. Des fois, avant de le proposer à un éditeur, il faut faire les salons pour que le jeu rencontre son public et surtout essayer les mécaniques, parce que à force de côtoyer ses propres jeux, on voit pas forcément les erreurs qui pourraient s'être glissées dans les mécaniques. Ça a été votre cas aussi de parcourir un peu la France et les salons comme ça avec vos jeux? Alors, les deux premiers, pas vraiment. Les deux premiers, ça aurait été plutôt le club de jeu que je rencontre, dans lequel j'étais.
essayer il y a quelques clubs de jeux qui étaient dans la région, sachant que comme je disais, le premier il est hors salon, puisque un truc qui dure 5 heures, c'est pas viable du tout. Par contre, Micros, oui. Alors là, avec lui, j'ai fait différents salons, différents festivals, à une raison de 4 à 5 festivals par an. Alors, sachant que comme je suis infirmier de bloc opératoire, les week-ends c'est un peu difficile de se libérer, plus la famille, donc c'est pour ça que je fais pas tant que ça de festivals pour pouvoir le faire tourner. Mais c'est vrai que c'est grâce à ces festivals-là que le jeu a progressé. Et vous n'avez toujours pas trouvé d'éditeur, mais vous rencontrez des joueurs qui eux, se questionnent sur le fait de où est-ce qu'on peut trouver ce jeu, parce que ce que vous proposez, les gens peuvent le voir en même temps que on parle, puisque je propose durant ces interviews de montrer les images du jeu, que le prototype que vous proposez est quasiment à l'étape finale, c'est-à-dire que il y a quasiment rien à améliorer, le tapis de jeu est de très très bonne qualité, les pièces aussi, la mécanique tourne bien, et du coup il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, mais où on pouvait trouver ce jeu? Ouais, alors ça a commencé, on va dire que donc Micros, lui, je l'ai commencé en avril 2014. La première vraie personne qui m'a dit je veux ce jeu, c'était en septembre 2015 lors d'un festival dans le Finistère à 3D, festival 3D, et qui m'a dit je vous achète votre prototype. Ouais, bon, j'en avais pas beaucoup, mais pourquoi pas. Et au fur et à mesure, il y a certaines personnes qui ont bien accroché au jeu, qui me disent où est-ce qu'on peut le trouver? Vous pouvez pas le trouver parce que c'est un prototype. Et donc, partant de ce constat, c'est là que j'ai commencé à gamberger pour savoir est-ce qu'il serait peut-être intéressant, comme je ne parviens pas à trouver l'éditeur, est-ce que je pourrais pas faire plusieurs prototypes pour pouvoir justement satisfaire la demande qui était des festivaliers. Et donc, j'ai fait des devis pour ne pas avoir un prix trop important. Donc, je m'étais limité à 30 €. J'ai eu un devis un peu inférieur. Et donc, je me suis lancé dans l'élaboration de 35 exemplaires. Et donc, au bout d'un an, j'ai pu tous les vendre à prix coûtant. C'est-à-dire que j'ai fait aucun bénéfice dessus. C'était vraiment pour pouvoir faire plaisir aux personnes et surtout me faire plaisir aussi, de façon à ce que le jeu puisse vivre à travers eux. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le travail d'un éditeur, c'est important pour un créateur de jeu, parce que lui, il a sûrement des prix sur tout le matériel qu'il doit concevoir, surtout s'il doit, lui, créer, on va dire, 500, 1000 ou 2000 boîtes, alors que vous, du coup, vous êtes obligé un peu de le créer à l'unité, et que vous pouvez pas faire d'argent si vous voulez que le jeu ne soit pas trop cher à ces gens qui veulent acheter, somme toute, un prototype, en fait. Ouais, ça c'est sûr. Quand j'avais l'idée de faire ces 35 exemplaires pour pouvoir les vendre aux personnes à prix coûtant, je voulais quand même quelque chose qui ait un cachet, une certaine beauté. Et donc c'est pour ça que je me suis penché sur les tapis de jeu et non pas sur les plateaux de jeu, pour avoir une résistance, et voilà. Et donc le coût du jeu en fait passe à moitié rien que dans le tapis de jeu. D'autre part, c'est vrai que il y aurait possibilité de se lancer dans un projet participatif, mais là, quand je vois les copains, ça demande un temps monstrueux, ça demande beaucoup de connaissances aussi dans la distribution, dans l'édition, dans les recherches et autres, que moi, c'est quelque chose que je ne me ferai pas seul, ça c'est une certitude. Donc c'est pour ça qu'actuellement, je suis plus en recherche d'un éditeur ou alors 2 personnes qui seraient susceptibles de pouvoir être aidant dans un projet pareil. Alors j'aimerais que l'on donne aux gens l'envie de découvrir ce jeu, et pourquoi pas se faire l'écho d'un jeu qui fonctionne, qui pourrait être édité. On va parler de ce jeu Micros, un jeu on pourrait dire un jeu avec des petites bébêtes qui se déplacent sur un tapis de jeu, et on doit bien sûr aller détruire les bêtes adverses.
ça c'est un résumé. Hein. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut évoquer justement ces bébêtes, ces micros en fait, qui ont la particularité d'être des formes hexagonales et qui ont des déplacements particuliers, c'est-à-dire que chaque armée en fait a des unités avec des déplacements et des particularités différentes. Ouais, donc les bébêtes, les micros, donc en termes de thématique, les micros, ce sont des petites créatures qui ont été découvertes dans le fond abyssal de la mer Méditerranée. Et c'est un milieu très difficile à survivre, généralement, quand plusieurs petits groupes de micros se rencontrent. Et là, fatalement, il y a un combat pour pouvoir justement survivre. Donc voilà, thématiquement, la chose des bébêtes. Ensuite, comme le but du jeu, en fait, voilà, on a un micros particulier qu'on appelle le microsome, et dont 6 autres types de micros qui ont différentes possibilités de capacité de déplacement. Et le but du jeu, pour pouvoir emporter, ça va être de capturer le microsome de l'adversaire. Ou alors, il y a 2 conditions en fait de victoire possibles, c'est soit de la capture du microsome de l'adversaire, soit de faire en sorte que l'adversaire n'ait plus que 3 pièces sur le plateau de jeu, 3 micros sur le plateau de jeu. Donc ça, voilà, ce sont les 2 possibilités de pouvoir emporter une partie. Et les joueurs donc commencent avec un nombre défini chacun de micros sur donc le microsome plus un certain nombre de micros autour à placer sur le tapis. Elles vont évoluer et il y a un compteur aussi qui évolue, qui nous permet de dépenser des points pour faire apparaître de plus en plus de micros avec des points plus ou moins élevés aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc là, c'est la barre d'énergie, la fameuse barre d'énergie, qui, en fait, pour moi, c'est vraiment le sel du jeu. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, à chaque tour, mécaniquement, on va pouvoir gagner 1 ou 2 points d'énergie en fonction des actions qu'on va choisir. Et plus on va avoir d'énergie, plus on va pouvoir créer les nouveaux micros plus puissants. Et chaque nouveau micros qui arrivera forcément sur une case adjacente au microsome, puisque c'est lui qui a la seule capacité de créer ses propres congénères. Le problème, c'est que plus la barre d'énergie monte, plus on va arriver à un seuil critique. Et le problème, c'est que dès qu'on arrive à ce seuil critique, c'est-à-dire à 9 points d'énergie, quand mécaniquement on doit encore de nouveau augmenter notre barre d'énergie, à ce moment-là, on ne peut pas. Puisque là, il va y avoir une surcharge du microsome, et pour se décharger de ce surplus de charge, il va foudroyer l'un de ses congénères et le détruire. Donc en fait, quand on gère mal la barre d'énergie, à ce moment-là, il y a un risque potentiel de s'auto-détruire. Et ça, c'est fait aussi mécaniquement, comme on est soit obligé de se déplacer, soit obligé de créer. Si notre adversaire nous oblige à se déplacer, forcément, fatalement, on ne peut pas créer et donc on ne peut pas diminuer la barre d'énergie, car la seule possibilité de diminuer la barre d'énergie est de créer. Donc il va y avoir des stratégies pour pouvoir bloquer l'adversaire pour qu'il puisse s'autodétruire en fait aussi. Et là, on s'aperçoit qu'avec une mécanique somme toute simple, des pions qui se déplacent, ça pourrait très bien être ressembler aux échecs ou aux dames, puisque il y a un microsome central, le microsome qui pourrait être le roi des échecs, et tous ces pions autour qui sont censés un peu le protéger, mais aussi se déplacer pour aller dans le camp adverse, qui peuvent sauter par-dessus certaines pièces ou exploser aux alentours. Enfin, chacun a des pouvoirs et des déplacements particuliers, un coût aussi particulier. Vous l'avez dit, plus on achète un micros cher, plus il a des pouvoirs particuliers. Et puis cette barre d'énergie qui nous oblige en fait à avoir une tactique. Et c'est là qu'on s'aperçoit que avec 2 choses, des déplacements et une barre d'énergie, tout d'un coup on se retrouve avec un jeu ultra tactique et ultra rejouable, parce que suivant les joueurs, chaque personne a sa façon de jouer. Donc oui, tout à fait. J'ai jamais vu de parties, toutes les parties que j'ai pu faire et que j'ai pu voir, ça fait à peu près 400 parties que j'ai pu faire dans les festivals, ça a toujours été quelque chose de différent. À savoir que donc on a 3 actions quand c'est à notre tour de jouer. On augmente notre énergie d'une case vers droite, ça c'est mécanique. On n'a pas le choix. La deuxième action, c'est de pouvoir déplacer soit une pièce, soit de créer une pièce. Donc voilà. Et la 3e action, c'est de nouveau augmenter notre énergie, donc on peut l'augmenter plus rapidement, ou alors de faire pivoter une pièce. Et c'est là aussi que c'est très intéressant, puisque comme les pièces, elles ont bien
sur chacune des pièces, on voit les déplacements possibles, et dès qu'on la pivote d'un cran, ça va complètement modifier leur déplacement. D'où l'importance de la pièce hexagonale et de ce tapis rond en fait avec des cases hexagonales. Exactement. De base, quand j'ai voulu créer ce jeu, je m'étais imposé 2 choses. La première chose, c'était que on puisse y jouer à 3 joueurs, aussi bien à 2 joueurs qu'à 3 joueurs, avec les mêmes raids de base, avec le même matériel. Et donc, il était devenu rapidement visible que pour pouvoir jouer à 2 ou 3 joueurs, il fallait absolument avoir un plateau de jeu avec des cases hexagonales. Donc ça, les cases hexagonales sont deux comme ça. Et en plus, donc, ça a apporté cette possibilité de faire pivoter les pièces assez facilement. Et puis, la deuxième chose que je voulais, c'était d'avoir des choix d'actions qui permettaient d'essayer de faire un pont entre jeu abstrait et jeu moderne. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a systématiquement les 3 actions qui nous permettent de faire des choix. Généralement, les actions sont doubles, avec 2 choix. Et donc avec un même tapis rond, on peut jouer à 2 et 3 joueurs, c'est prévu. Il y a les emplacements en fait. Si vous jouez à 2 joueurs, vous jouez l'un face contre l'autre. Et si vous jouez à 3 joueurs, en fait, le tapis est vraiment bien conçu parce qu'on se retrouve on va dire à 3 endroits du tapis à égale distance chaque joueur. Et là où vous avez été encore plus fort, c'est que vous avez prévu de pouvoir jouer le jeu à 4 joueurs avec un tapis qui s'allonge et qui devient ovale. Oui, alors ça aussi, ça a été quelque chose... c'est pas venu spontanément. Ça, la version 4 joueurs, je la considère comme une extension à la version 2-3 joueurs, qui est pour moi la version de base. La version 4 joueurs, elle est venue lors du festival de Parthenay, au Flip, en 2016, où j'avais participé, où j'étais dans la protozone. Et l'un de mes collègues créateurs m'a dit, en voyant mes 2 plateaux de jeu l'un à côté de l'autre, qui étaient à l'époque hexagonales et non ronds, il me disait, mais ce serait bien que tu puisses rassembler 2 plateaux de jeu pour pouvoir en faire qu'un pour qu'on puisse jouer à 4. Alors là, je l'ai regardé avec 2 grosses billes, en me disant, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Puis je regarde, et il dit, ouais, c'est vrai, ce serait possible, mais là, je ne voyais pas du tout comment faire mes découpes pour les 2 plateaux de jeu pour que ça puisse avoir de bonnes pliures pour pouvoir faire un grand plateau ovale. Donc je me suis dit, ça, je ne peux pas le faire. Par contre, ce que je peux faire, c'est créer un nouveau plateau ovale, cette fois-ci, avec toujours le même esprit dans des pièces, des cases hexagonales avec un nombre correspondant au saut de chaque microse, puisqu'en fait, dans la version 2 joueurs et dans la version 3 joueurs, chaque microsome, en faisant 2 bonds, arrive sur le microsome de l'adversaire. Et donc, je voulais réussir à avoir toujours la même chose avec la version 4 joueurs. Et donc, quand on voit dans n'importe quelle direction, mis à part les 2 microsomes qui sont vraiment à l'opposé, les 2 voisins sont toujours à 2 sauts, quelle que soit la direction que l'on prend. Donc voilà, c'est cette version 4 joueurs, c'est une extension au jeu de base qui, après avoir testé, fonctionne très bien. Et on peut la faire de 2 façons, c'est-à-dire qu'on peut y jouer soit à 2 contre 2, soit chacun pour soi. Et à la version 2 contre 2, dans ce cas-là, on a les conditions de victoire de la version 2 joueurs, et quand on est à chacun pour soi, on a les conditions de victoire pour les 3 joueurs. Donc voilà un projet qui tourne bien, puisque moi je l'ai essayé à plusieurs reprises. Il n'y a pas la mécanique est bien huilée. On retrouve plein de sensations de combat avec ces micros qui se déplacent, qui pivotent, cette barre d'énergie qu'il faut absolument contrôler et pas trop la faire. Des fois, on a besoin de créer beaucoup si on veut faire apparaître des grosses pièces, et puis des fois, il faut faire attention à pas la faire exploser, à ce qu'elle monte pas très très vite non plus. C'est vraiment très stratégique, mais à la fois c'est des règles très très simples, puisque moi j'ai un enfant de 7 ans qui y joue et qui a tout de suite compris la mécanique de jeu avec les systèmes de pièces qui se déplacent. En plus, vous avez vraiment créé des pièces où tout est en visuel. Une fois qu'on a compris les règles du jeu, il y a plus besoin il y a cette petite aide de jeu qui nous sert à savoir les actions dans quel ordre elles se déroulent, mais sinon il y a pas de lecture à avoir. Il y a juste à avoir un adulte qui explique les règles et les enfants peuvent y jouer. C'est vraiment votre bébé ce jeu. Est-ce que vous continuez à le proposer dans des salons et à essayer de trouver un éditeur qui puisse concrétiser cette histoire? Alors, je continue toujours à le proposer dans des festivals. Là, j'ai
prochainement aller dans le festival La Loupe, qui est à côté de Chartres, et ensuite un festival à Nantes au mois de novembre. Pour revenir sur le côté visuel, le fait d'avoir les déplacements sur les pièces, ça a été vraiment une absolue nécessité pour moi. C'est-à-dire que j'aime bien jouer au jeu d'échecs, mais c'est vrai que l'une des barrières du jeu d'échecs, c'est les personnes qui viennent y jouer. Je ne connais pas comment se déplacent les pièces et donc généralement on abandonne assez rapidement. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'il y ait les dessins des déplacements sur les pièces pour que ce soit un visuel direct et qu'on puisse voir très rapidement comment les pièces se déplacent. Donc c'est une facilité pour toute personne qui aurait voulu jouer à ce jeu. Alors je rappelle, un Microse, c'est un jeu de Denis Lavenant. Il faut contacter Denis si vous êtes intéressé, si les images que vous avez vues en écoutant cette interview vous ont donné envie. Est-ce que vous allez continuer à le produire à petite échelle si jamais vous avez de plus en plus de demandes ? Alors actuellement, non. Ça m'a pris tellement de temps pour faire les 35 exemplaires que pour l'instant, j'arrête là. En termes de petite production, de prototype. Donc si les gens sont intéressés, il faut faire pression auprès des éditeurs. Hein. Voilà, ou alors il y a toujours ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai donné les print templates pour que les personnes puissent l'imprimer chez eux. Je vous invite donc à faire les festivals. La Loupe, c'est pas très loin du département de l'Orne, c'est même tout voisin. Ils ont un festival de jeux tous les ans. Et puis guetter les festivals pour guetter ce jeu Microse, un jeu de Denis Lavenant. Et vous venez d'écouter un témoignage d'un créateur de jeu qui vous explique quelque part que c'est pas si facile que ça. Même si vous avez des bonnes idées, on dépend toujours de quelqu'un de plus haut qui a peut-être à qui le jeu ne va pas parler et va prendre la décision de pas l'éditer. Est-ce que ça vous empêche de vouloir recréer d'autres jeux après celui-là, ou vous aimeriez tout d'abord éditer Microse avant de passer à autre chose? Question pas facile. Bon, actuellement, je n'ai pas d'autres idées de création de jeux, donc c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps sur Microse. Le jour où j'aurai d'autres idées qui germera dans ma tête pour créer d'autres jeux, à ce moment-là, je pense que je passerai plus à autre chose. Mais jusqu'à présent, je considère Microse comme le plus abouti de tout ce que j'ai pu faire. Donc c'est vrai que je vais essayer de le faire vivre le plus longtemps possible, en tout cas. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page Facebook Microse le jeu, M-I-C-R-O-Z le jeu, Microse le jeu, la page Facebook, et vous retrouverez des images de ce jeu en plus de celles que vous avez vues durant l'interview. Merci beaucoup Denis, bonne continuation, et en espérant pouvoir vous reparler et vous interviewer une fois que ce jeu aura trouvé un éditeur. À très bientôt. Merci beaucoup Xavier.